Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau du Collège national d'urologie de m'avoir associé à ce cours et la mission qui m'a été confiée de vous parler de l'épidémiologie et les facteurs de risque de cancer de la vessie. On commence à présenter l'incidence mondiale selon les données du Globocan de 2022. Le cancer de vessie, il est classé le 9e cancer dans le monde, tout cancer confondu, en tenant compte de tous les âges et des deux sexes. 613 799 nouveaux cas diagnostiqués en 2022, avec presque les trois quarts qui intéressent le sexe masculin versus un peu moins de un quart qui intéresse le sexe féminin. Plus de 60% des cas intéressent les pays sous-développés. On voit cette carte d'incidence qui illustre l'incidence mondiale et on voit très bien la nuance du bleu ici. Donc le bleu foncé, le maximum d'incidence entre 8,8 et 19,3 cas par 100 000 habitants qui se voit ici dans l'Amérique du Nord, l'Europe et donc pour le Nord-Afrique, donc on voit ici la Tunisie qui est colorée en bleu foncé, donc avec un maximum d'incidence avec l'Égypte. Donc, ce diagramme aussi, il illustre la prévalence avec une prédominance masculine. On voit très bien pour le sud de l'Europe avec maximum d'incidence en Espagne. Aussi pour les Pays-Bas, on a un maximum d'incidence pour le sexe féminin avec 5,4 cas par 100 000 habitants. Et les pays les moins exposés à ce cancer, c'est le centre de l'Afrique, l'ouest de l'Afrique et le centre-sud de l'Asie. La situation au monde arabe, on voit très bien l'Égypte en tête de liste avec 13,2 cas par 100 000 habitants. La Tunisie n'est pas très loin, elle affiche 9,4 cas par 100 000 habitants en troisième position. En matière de mortalité, ce cancer, il est le 13e dans le monde en tenant compte de la mortalité avec 220 347 cas en 2022 seulement, avec presque les trois quarts qui intéressent le sexe masculin. C'est similaire à l'incidence. Aussi, plus que 50% des décès intéressent les pays sous-développés. Voyons aussi cette carte de Globocan 2022 qui illustre la mortalité. Et on voit très bien la mortalité dans l'Europe ainsi que le Nord-Afrique. Elle est en rouge foncé entre 3,1 et 8,8. Et on voit le max d'incidence en Égypte avec 8,8 décès par 100 000 habitants. Même carte, mais en tenant compte que du sexe masculin. C'est l'Égypte toujours en tête de liste avec 15,6 décès par 100 000 habitants. Et la Tunisie, ici, elle est représentée avec 9 décès par 100 000 habitants. Pour les données tunisiennes, on n'a pas assez d'articles ou de données épidémiologiques à propos de la Tunisie, mais j'ai trouvé dans le registre du nord tunisien, le registre de cancer, il a été classé pour les deux sexes. Le cancer de vessie est classé 3e, après cancer du poumon et cancer colorectal. Pour la femme, il est classé le 13e cancer, mais il reste le premier cancer urologique.
suivi de cancer de la prostate, contrairement aux données françaises et les données dans le monde où le cancer de vessie il est classé deuxième après le cancer de la prostate. Donc passons aux facteurs de risque. On commence bien sûr par le tabagisme, qui est le premier facteur de risque, responsable de 50% des tumeurs vésicales. C'est suite à l'élimination urinaire de nombreux carcinogènes tels que les amines aromatiques, l'hydrocarbure aromatique polycyclique et les composés N-nitrosés. Dans cette méta-analyse publiée en 2016, incluant 89 observations, donc, le tabagisme a été incriminé avec le tabagisme actif. Le tabagisme passif aussi il est incriminé comme facteur de risque pour cancer de la prostate et surtout pour un effet plus important chez les femmes. Aussi, donc, les anciens fumeurs gardent un risque de développer un cancer de prostate en les comparant avec les patients et les gens qui n'ont jamais fumé. Voyons ces donc 4 courbes de la même méta-analyse. Et donc la première courbe, elle a étudié l'intensité du tabagisme. Donc c'est le nombre de cigarettes consommées par jour. Et on voit très bien qu'au début, donc l'évolution elle est linéaire, donc en fonction du nombre de cigarettes utilisées. Après, après 20 à 25 cigarettes par jour, ça atteint le plateau et donc ça devient un peu stable. Concernant la durée, donc la deuxième courbe, la durée du tabagisme, donc pour la durée, on voit que la courbe, elle évolue de façon linéaire. Donc, plus qu'on progresse dans le temps et on n'arrête pas le tabagisme, le risque de développer un cancer de vessie augmente linéairement. Donc, pour la quatrième courbe, c'est la courbe qui a étudié le sévrage tabagique. Donc, le risque commence à diminuer. Et donc, ça diminue significativement après les 10 ans de sévrage, atteint un plateau entre 20 et 30 ans, mais ça ne rejoint jamais le risque chez les patients qui n'ont jamais fumé. Une autre méta-analyse beaucoup plus récente, publiée en 2022, donc, qui a conclu presque les mêmes résultats. Donc ici, le risque de cancer de vessie est directement proportionnel à l'intensité du tabagisme, jusqu'à 20 cigarettes par jour. Au-delà, ce risque tend à se stabiliser en plateau et le risque de cancer de vessie augmente de manière continue avec la durée du tabagisme sans atteindre le plateau. Et ça nous rappelle l'aspect des 2 courbes analysées précédemment. Aussi, dans cette cohorte, donc, le risque de cancer de vessie diminue avec le temps de sévrage tabagique. Ça réduit 25% au cours des 10 premières années, suivant l'arrêt du tabagisme. Et même après 30 ans, l'arrêt du tabac, le risque est plus élevé chez les ex-fumeuses par rapport aux non-fumeuses. Et ça nous rappelle l'aspect de cette courbe analysée dans la méta-analyse de 2016. Donc, en voyant la littérature, on a trouvé que le rôle pronostic du tabagisme actif, ça augmente le risque de récidive, ça augmente le risque de progression et diminue l'efficacité de BCG-thérapie pour les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle. Ça augmente le risque de mortalité globale, de mortalité spécifique et de risque de récidive après cystectomie. Et ça diminue aussi la réponse de chimiothérapie néoadjuvante. D'où l'intérêt d'insister sur le sévrage tabagique à tout stade de la maladie et dans toutes les étapes de prise en charge. Un autre mode de tabagisme, qui est le tabagisme passif, donc, dans cette méta-analyse, il a été montré que le tabagisme passif
Le tabagisme passif donc, est incriminé comme facteur de risque avec un risque ratio 1,22 en comparant les patients non-fumeurs exposés aux non-fumeurs non exposés. Suivant. Bon, les cigarettes électroniques, honnêtement, on n'a pas assez de recul dans la littérature. J'ai trouvé ces deux études. Donc, la première qui a étudié les composés ou du vapeur de ces cigarettes, qui contient un certain nombre de composés carcinogènes tels que l'acroléine. En plus, donc, j'ai trouvé dans une revue systématique qui a étudié et analysé les composés d'urine des patients fumeurs de cigarettes électroniques, et de nombreux composés carcinogènes sont trouvés dans ces urines. Je passe à l'exposition professionnelle, qui est le deuxième facteur de risque de cancer de vessie, responsable de 10% des tumeurs vésicales. Les hommes sont plus exposés. Nombreux carcinogènes tels que les amines aromatiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les métaux lourds. Les métiers donc, à risque sont l'industrie de la peinture, des teintures, du caoutchouc et des métaux et du pétrole, les pompiers, les conducteurs de bus et de camions, les cheminots et les mécaniciens d'engins lourds. Dans ce contexte, ce que recommande l'Association française d'urologie en accord avec l'Association française de médecine de travail, c'est une stratégie de surveillance médicale pour les groupes de travailleurs, surtout à risque très élevé après une exposition supérieure à 1 an. Il est recommandé de surveiller ces patients par des cytologies urinaires de façon semestrielle. Bien sûr, si la cytologie elle est positive, il faut compléter par les investigations nécessaires pour poser le diagnostic à temps. Pour les facteurs environnementaux, on sait très bien que l'arsenic il est bien incriminé et il est posé comme un facteur de risque de cancer de vessie. Mais j'ai trouvé cette revue systématique et méta-analyse qui a étudié l'effet de l'arsenic avec des taux faibles allant de 0 à 150 microgrammes par gramme. Elle a trouvé que le risque ratio il est très proche de 1 à 1,02. Donc, elle a conclu que le risque de l'arsenic est incriminé comme facteur de risque de cancer de vessie lorsqu'on est à des posologies fortes au-delà de 150 microgrammes. D'autres facteurs environnementaux incriminés mais non prouvés, tels que la contamination de l'eau de boisson par le trihallométhane, utilisation régulière de teinture pour cheveux, pollution de l'air, notamment l'exposition prolongée aux gaz d'échappement de diesel. Passons des facteurs d'irritation chronique et inflammation. On commence par bilharziose, qui est un facteur de risque connu et qui provoque et donne des carcinomes épidermoïdes surtout, dû à l'infection parasitaire au schistosome dans des zones tropicales et subtropicales, surtout connu en Égypte dans le monde arabe. Le cycle parasitaire il est connu et l'élimination elle est urinaire. Pour les infections urinaires, le lien n'est pas vraiment très établi comme pour le bilharziose. Les infections urinaires à répétition étudiées dans cette méta-analyse et qui inclut 8 études et on trouve un risque ratio à 1,33 qui incrimine les infections comme un facteur de risque de cancer de la vessie. Pour les inflammations chroniques, on commence par le cathétérisme vésical chronique. Cette revue systématique a étudié des patients avec vessie neurologique et dans cette population, il y a donc des patients qui sont drainés par un cathétérisme vésical chronique, quel que soit permanent ou intermittent. Et 0,3% de cette population ont développé un cancer de la vessie avec un âge moyen de 56 ans et un délai moyen de presque 25 ans. 44,5% de ces patients étaient porteurs de sonde vésicale à demeure ou un cathéter suspubien. D'autres
avec un cathétérisme intermittent. Dans ce contexte, il est recommandé d'utiliser le cathétérisme intermittent. Ça donne moins de risques infectieux, ça donne moins d'irritation chronique, mais le risque ne rejoint pas zéro. Ça reste toujours un facteur de risque. Pour ces patients, il est recommandé de les surveiller par une cytologie urinaire et une cystoscopie annuelle, surtout après 10 ans d'évolution de la maladie. Des cystoscopies aussi recommandées en cas de nouveaux symptômes, hématurie et infection urinaire à répétition. Toujours dans le cadre d'inflammation chronique, les lithiages urinaires aussi donc, sont incriminés, surtout les calculs vésicaux avec un odds ratio de 2,17 selon cette méta-analyse. La radiothérapie externe aussi a un facteur de risque, donc selon cette database de 84 000 patients, un suivi médian de 69 mois. Les patients qui ont développé un cancer de la vessie avec un suivi à 10 ans, donc c'est 1,63% pour les patients traités par chirurgie versus 2,34% des patients qui ont développé cancer de vessie traité par radiothérapie, ce qui donne une différence significative et qui incrimine la radiothérapie comme facteur de risque. Une autre étude donc, sur la même année, en 2019, qui a montré dans le cadre de cancer prostate, la radiothérapie externe, elle est incriminée, mais pas la curithérapie, alors que dans le cancer de l'endomètre, la radiothérapie externe et la curithérapie ont été incriminées comme facteurs de risque. Une troisième étude, donc cette cohorte de 318 000 patients, avec un suivi médian de 10 ans, donc a étudié le risque de développer un cancer de la vessie pour les patients traités par brachythérapie, avec un suivi à 20 ans. Et on voit donc que 6% des patients traités par brachythérapie ont développé un cancer de la vessie versus 2,4% pour les patients traités par chirurgie, et ça donne une différence significative. Je passe au facteur diététique, donc le fameux régime méditerranéen qui est ici considéré comme un facteur protecteur avec un risque ratio inférieur à 1, 0,93 exactement. Donc le régime méditerranéen qui inclut une consommation en abondance de fruits, légumes, des herbes aromatiques, de consommation modérée de produits laitiers d'origine variée, consommation de poissons en moyenne 2 fois par semaine et consommation occasionnelle de viande. D'autres facteurs diététiques incriminés mais non prouvés, tels que la consommation de café supérieure à 500 ml par jour. La consommation de thé a été rapportée comme effet protecteur chez les hommes fumeurs et consommation d'alcool, donc considérée comme facteur de risque. Le syndrome métabolique, donc dans des études antérieures, les résultats étaient controversés. J'ai trouvé dans la littérature cette revue systématique et méta-analyse qui a incriminé le syndrome métabolique comme facteur de risque, mais le risque ratio n'était pas très important avec qui dépasse le seuil par 0,9. Donc le risque ratio était à 1,09. Finalement, donc, la transplantation rénale, donc la transplantation d'organes selon cette étude publiée en 2014, et donc c'est une méta-analyse qui a donc comme un risque ratio, un risque relatif de 3,18%, donc un risque qui est important, peut-être majoré par le fait que les patients sont, c'est majoré peut-être par l'immunosuppression. Donc, pour les recommandations des sociétés savantes dans ce cadre, on trouve ici donc, les recommandations de l'AFU pour la gestion des facteurs de risque de cancer de la vessie. L'AFU préconise un sévrage tabagique pour réduire le risque évolutif des tumeurs de vessie.
Il faut surveiller les travailleurs, comme on a déjà vu, donc, exposés aux agents cancérigènes pour la vessie, pour une cytologie urinaire régulière, donc c'est une cytologie urinaire semestrielle. Surveiller les patients avec vessie neurologique régulièrement. Il est recommandé de compléter par une cystoscopie et cytologie urinaire de façon annuelle. Surveiller les patients ayant eu une radiothérapie. Et enfin, traiter les patients avec bilharziose à temps pour diminuer le risque de tumeur de vessie. L'EAU n'ajoute pas grand-chose, donc selon l'EAU, le cancer de la vessie, il est 10e, tout cancer confondu, et le tabac est le premier facteur de risque. Donc, pour conclure, l'incidence de cancer de la vessie elle est en nette augmentation. Les prévisions de Globocan pour la progression en 2040, c'est donc une augmentation de plus de 100% dans l'Afrique, presque les 80% dans l'Amérique et l'Asie. C'est le premier cancer urologique en Tunisie. Le tabac, le principal facteur responsable de 50% de ces tumeurs. L'exposition professionnelle, le deuxième facteur, avec responsable de 10%. Donc, il faut insister sur l'arrêt du tabac, prévention du risque professionnel en coopération avec les médecins de travail, et on préconise une alimentation équilibrée, et ça donne donc un bénéfice en survie globale. Enfin, donc, je profite de cette occasion pour vous inviter à notre 10e congrès de l'Amicale des urologues de Sfax, qui se tiendra le 16-17 mai 2025 à Hôtel Borzovieva. Et donc, pour nos résidents, la soumission des abstracts donc est prévue sur le mail aus.urologue@gmail.com, et on a comme deadline le 4 mai 2025, c'est prochainement, c'est la fin de la semaine prochaine. Et je vous remercie. Donc je disais merci docteur Bouchala pour cet exposé extrêmement exhaustif qui a fait le tour du sujet. Bien sûr qu'on sera présents tous à Sfax et j'incite tous les résidents présents à la salle à préparer leurs travaux. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez tout compris? Oui, une question là-bas. C'est le cannabis. Oui. Est-il aussi incriminé dans le... Ça a été étudié, oui. Bon, j'ai déjà présenté plusieurs modes de tabagisme, mais oui, le fait de fumer du cannabis, c'est incriminé comme un facteur de risque. Oui. Dans la littérature, il y a des articles qui ont intéressé ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? Donc, on n'a pas de questions sur Zoom. Est-ce que vous avez des questions sur le chat YouTube? Pas de questions sur le chat YouTube. Le panel a-t-il une question pour l'orateur? Merci beaucoup, Dr Bouchala, pour la présentation. Je voudrais savoir, actuellement, on parle de plus en plus de relations entre syndrome métabolique et cancer de vessie. Est-ce que ça a été prouvé ou non? Parce que lorsque vous avez présenté votre diapo, vous avez dit que c'est un peu controversé. Oui, donc dans la littérature, c'est controversé. Moi, j'ai présenté une méta-analyse qui a montré qu'il y a une relation, mais avec un risque ratio qui n'est pas très important. Il était à 1,09. Bien sûr, je rappelle nos résidents que le syndrome métabolique, il incrimine plusieurs facteurs tels que le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie. Donc tous ces facteurs ont été étudiés, même à part et dans le cadre du syndrome métabolique. Donc pour chaque élément à part, il n'y avait pas vraiment une corrélation
corrélation, mais dans le cadre du syndrome métabolique, on a trouvé dans plusieurs articles et dans les méta-analyses que ça peut être incriminé comme facteur de risque de cancer de vessie. Merci, Dr Bouchahal, pour cette excellente communication. Mes questions concernant l'exposition professionnelle. Oui. Qu'en est-il en Tunisie concernant le classement de ce cancer en tant que maladie professionnelle chez les patients professionnellement exposés? As-tu une idée sur les paramètres auxquels il faut se référer pour dire que c'est une maladie professionnelle? Parce qu'on sait que vous nous avez rapporté les recommandations de l'AFU. Est-ce qu'ils sont la même chose en Tunisie ou bien il y a d'autres choses? Et deuxième remarque, c'est concernant le carcinome épidermoïde. J'imagine que c'est une entité à part et c'est une entité assez agressive. Donc, ça diffère des carcinomes urothéliaux classiques et ça mérite d'être diagnostiqué à temps. Oui. Bon, pour la Tunisie, honnêtement, je n'ai pas creusé pour les paramètres à prendre ou j'ai pas creusé là-dessus en matière de médecine de travail en Tunisie. Donc, comment les classer en Tunisie, etc., j'ai pas nettement de réponse. Et pour le carcinome épidermoïde, oui, donc, comme vous avez dit, Dr Khouni, donc c'est une entité qu'il faut la prendre en considération et sérieusement devant l'évolution très agressive et très rapide de ce type de cancer. Alors, une dernière question. Vu que nous sommes submergés par les tumeurs vésicales dans tous les services d'urologie de Tunisie, Ouais. nous avons l'impression de faire face, c'est une impression subjective, mais il y a aussi des chiffres, nous avons l'impression de faire face à une épidémie de cancer. La moitié des lits, c'est des tumeurs vésicales. Pensez-vous qu'il y a un intérêt pour que les pouvoirs publics instaurent un plan national de lutte et de prévention de ce cancer, qui est maintenant plus fréquent que le poumon pour les patients les plus âgés? C'est devenu le premier cancer au-delà de 55 ans. Oui. Pensez-vous qu'il y a intérêt, avec le vieillissement de notre population, à un plan de prévention national, comme ça a été fait pour d'autres cancers et pour d'autres maladies infectieuses? Tout à fait. Je pense devant la forte incidence, même les prévisions après, en 2040, comme j'ai dit, c'est prévu que l'augmentation même de plus de 100% en Afrique, avec l'agressivité de cette pathologie. Je pense, oui, Dr Jaïden, ça mérite d'être donc programmé par les... Donc, ça mérite d'avoir cet intérêt. Merci beaucoup pour votre excellente présentation.